Cher public, chers intervenants, bonsoir. J'ai le grand plaisir de vous accueillir au nom de la Fondation de l'Allemagne Maison Heinrich Heine au débat de ce soir, placé sous le thème « Vers une nouvelle ère des Lumières, économie et société après la pandémie du Covid-19 ». Cette table ronde devait initialement se passer en présentiel, mais la crise sanitaire n'est malheureusement pas derrière nous et nous oblige à passer au format digital ce soir. Les organisateurs, la Maison Heinrich Heine et la Fondation Friedrich Ebert, en coopération avec la Fondation Jean Jaurès, sommes heureux d'accueillir deux économistes de renom qui vont discuter entre eux et plus tard avec le public devant l'écran. Du côté allemand, l'économiste M. Marcel Fratscher, du côté français, M. Daniel Cohen. Madame Michaela Wiegel, correspondante de la FAZ à Paris, qui dispose d'une grande expérience professionnelle, inutile de le rappeler, dirigera le débat. Quelles sont les conséquences de la crise du Covid-19 ? Elle a permis de jeter une lumière crue sur les crises mondiales déjà présentes, le dérèglement climatique, la polarisation des sociétés, les inégalités sociales et sociétales, la montée des régimes autoritaires. La pandémie du coronavirus a plongé la société et l'économie dans la crise la plus profonde jamais vue depuis la Deuxième Guerre mondiale, pour citer l'ouvrage de M. Marcel Fratscher, qui livre le titre de cette table ronde. Elle risque de diviser encore davantage la communauté mondiale et nous montre les contradictions de nos actions. Elle a conduit à une prise de conscience morale qui nous fait, en tant que société, attacher une grande importance à la communauté, au bien commun et à la protection des plus faibles. Ce nouvel humanisme, selon Marcel Fratscher, exige des réformes de l'État social afin de donner des chances à chacun et de favoriser la participation sociale. La liberté, la justice et l'humanisme, les trois idiots des Lumières, sont aujourd'hui plus importants que jamais et détermineront la manière dont le monde et nous-mêmes, en tant que société, sortiront de cette pandémie, écrit Marcel Fratscher. Pour l'économiste Daniel Cohen, et je cite sa tribune dans Le Monde du 19 octobre dernier, le Covid-19 est une crise qui ne ressemble à aucune autre. Et il souligne l'étonnante résilience de l'économie des pays avancés face à la pandémie, mais aussi les effets inattendus sur le marché du travail, entre télétravail et pénurie de main-d'œuvre. L'État a dû prendre en charge l'organisation de l'espace public, professionnel, voire familial. Voilà très rapidement quelques idées développées par nos deux intervenants que je vais brièvement présenter. M. Marcel Fratscher est depuis 2013 le président du DIW, l'Institut pour la recherche économique à Berlin. Il est en même temps professeur de macroéconomie et de finance à l'université Humboldt à Berlin. L'économiste Daniel Cohen est ancien élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, où il a été ensuite professeur. Après avoir été directeur du département d'économie de cette même école, il est devenu cette année président de l'École d'économie de Paris, la PSE, la Paris School of Economics. Après avoir remercié Madame Michaela Wiegel, que notre public connaît bien, d'avoir accepté de diriger le débat de ce soir, je cède la parole à Thomas Mans, directeur du bureau parisien de la Fondation Friedrich Ebert. Merci beaucoup, Christiane. Bonsoir et guten Abend. Au nom de la Fondation Friedrich Ebert, je vous souhaite également la bienvenue à notre débat de ce soir avec Marcel Fratscher et Daniel Cohen. Nous avons prévu de discuter ce soir sur l'économie et société après la pandémie de Covid, mais il paraît que nous sommes encore en pleine pandémie. Néanmoins, je pense qu'il est plus qu'utile de réfléchir sur les conséquences de cette crise. Comme le disait déjà Christiane, cette crise a montré
les débilités, les fragilités et vulnérabilités de nos sociétés. Il était, comme la pandémie continue, il est encore un test pour la cohésion et la résilience de nos sociétés et de nos démocraties. Les nombreux problèmes qui sont apparus comme dans une lentille focale ont renforcé la remise en question de notre mode de vie et de notre économie. À vue de ces problèmes ainsi mis en évidence, des voix se sont très vite élevées pour dire qu'à la suite de la crise, il ne devait pas y avoir de simple retour à la situation antérieure. Le slogan que l'on entendait partout était « Le monde d'après doit être différent ». Alors, les questions qui se posent sont comment et dans quel état nos sociétés sortiront-elles de la crise de Covid? Et quels sont les changements qui devraient s'opérer, pas seulement à l'échelle de chaque pays et de l'Europe, mais aussi à l'échelle de la planète. Et le monde d'après, s'il doit être vraiment différent, ne nous demande pas seulement d'énormes efforts intellectuels et financiers. Il est également très exigeant en termes d'éthique et de solidarité. C'est ce qui montre actuellement les débats enflammés sur des questions telles que la vaccination obligatoire ou les restrictions des libertés liées à la pandémie, ou les débats sur l'urgence climatique et l'indispensable transformation écologique. Il n'est pas non plus à la hauteur des défis et du monde d'après de se contenter d'exiger des actions plus résolues de côté de la politique, mais de ne pas être soi-même prêt à adopter un mode de vie durable. De toute façon, les exigences sont énormes, pour la politique autant que pour la société. Peut-être nous avons en effet besoin d'une nouvelle ère de lumière, comme l'argumente Marcel Fratscher. En ces jours, une nouvelle coalition gouvernementale se forme en Allemagne sous le slogan « Alliance pour la liberté, la justice et la durabilité ». Ce sont certainement des gros mots, mais ils montrent aussi que le temps des petits pas est dépassé si nous voulons surmonter les grands défis de notre époque. Nous sommes donc très heureux d'avoir ce soir la possibilité de discuter avec Marcel Fratscher et Daniel Cohn des grands pas, pas des petits pas, des grands pas qui sont nécessaires et possibles sur des lignes directrices politiques, mais aussi intellectuelles et éthiques qui peuvent nous aider à utiliser la pandémie comme un tournant vers un meilleur monde d'après. Pour cela, un grand merci à tous les deux et aussi nous remercions également à Michael Nabil qui nous guidait dans cette débat, de cette discussion. Je nous souhaite à tous une soirée passionnante et inspirante et je suis sûr que nous avons un débat très intéressant. Merci beaucoup. Ja, vielen Dank, bonsoir und guten Abend auch von mir, da unser erster Diskussionsbeitrag von Herrn Fratscher kommt, erlaube ich mir jetzt in Deutsch zu sprechen. Ich freue mich ganz besonders, dass wir von Ihrem Buch ausgehend heute Abend sprechen werden. Ich muss dazu sagen, auch wenn der Titel unserer Konferenz heute ist, schon über die Pandemie hinauszudenken, haben Sie diesen Fehler in Ihrem Buch nicht begangen, sondern durchaus darauf hingewiesen, dass die Pandemie noch nicht hinter uns liegt, obwohl Sie es, wenn ich richtig informiert bin, schon im Frühjahr herausgebracht haben, wo wir noch guter Hoffnung waren, dass wir nicht wieder einen Corona-Herbst und Corona-Winter erleben. Ich gebe Ihnen jetzt sofort das Wort, weil ich denke, das ist interessant, dass Sie kurz Ihre zentralen Thesen vorstellen und stelle Ihnen einfach nur die Frage, ob wir einen neuen moralischen Kompass in dieser Pandemie und für die Zeit hinaus brauchen. Ja, guten Abend und ganz herzlichen Dank für die Einführung, für die Einladung und Ihnen allen, dass Sie dabei sind und entschuldige mich, dass ich nicht vor Ort in Paris sein kann. Ich habe es im Vorgespräch schon gesagt.
Ich werde ganz wehmütig, wenn ich den Eiffelturm bei Frau Wiegel im Hintergrund sehe. Hoffe aber, dass es einem anderen Mal klappt. Ich möchte eine ganz kurze Einführung machen und für uns alle, für Sie, das Gedankenexperiment damit beginnen und fragen, wenn wir in 20, in 40, in 50 Jahren, wenn wir dann alle noch leben, aber zurückschauen auf die heutige Zeit, auf das Jahr 2021, 2020, wie werden wir diese Zeit in Erinnerung halten? Wie wird es die Zukunft prägen? Wie werden wir sagen, hat das dann die kommenden Jahre und Jahrzehnte verändert? Und wir wissen aus vieler Erfahrung, historischer Erfahrung, dass große Änderungen, große Regimeveränderungen, große Brüche in der Gesellschaft, in unserem Zusammenleben, auch in der Wirtschaft häufig dann passieren, wenn es große Krisen, große Umwälzungen gibt. Und bei aller Tragik, die diese Pandemie sieht, Menschenleben, die verloren gehen, Familien, die auseinandergetrieben werden. Es ist nicht nur das Virus unmittelbar, dass es Menschen krank macht, sondern auch die psychologischen Schäden, die Chancen für die fehlenden Chancen, Lebenschancen für junge Menschen im Bildungsbereich, die soziale Polarisierung, die wir durch diese Pandemie doch ansteigen sehen. So ist eine so große Krise auch immer eine Chance für ein neues Bewusstsein, was uns als Gesellschaft ausmacht, was uns erfolgreich macht, was uns auch erfolgreich macht, so große Krisen zu bewerkstelligen. Und darum geht das Buch. Es ist eigentlich ein optimistisches Buch, das als Kernthese hat, es gibt gute Gründe für Pessimismus in dieser Pandemie, aber bessere Gründe für Optimismus, wenn wir in die Zukunft schauen. Und ich habe ein paar wenige Folien vorbereitet. Ich dachte, das ist vielleicht illustrativ, die zu teilen und so ein bisschen mehr als nur, dass Sie meine Worte hören. Und deshalb versuche ich jetzt mal ein paar Folien zu teilen und nebenbei zu sprechen. Also der Punkt, mit dem ich beginnen möchte, ist wie gesagt die Frage, was lernen wir aus der Pandemie? Was sind auch die Erfolge, die wir mitnehmen? Und jetzt erstmal der Punkt, wie haben wir denn die Pandemie gemeistert? In Bezug auf Gesundheit, in Bezug auf Wirtschaft, aber eben auch auf die Grundrechte, unser Zusammenleben, gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und meine große Einschätzung ist, dass wir zumindest in Europa diese Pandemie eigentlich gut bewerkstelligt haben. Gerade in Ländern wie Deutschland und Frankreich, weil wir ein starkes Sozialsystem haben, starken Sozialstaat haben. Wir haben gute Gesundheitssysteme, bei denen alle Menschen mehr oder weniger gleichwertig Zugang zu haben. Wir haben auch wirtschaftlich die Pandemie gut überstanden, weil es riesige Wirtschaftsprogramme gab, große Hilfen auch für Beschäftigte. Arbeitslosigkeit ist relativ wenig gestiegen, weil eben der Staat hier eine stabilisierende Rolle eingenommen hat. Und wir haben auch bei den Grundrechten natürlich Beschränkungen gehabt, aber im Großen und Ganzen doch bei weitem nicht das, was Länder wie beispielsweise China gesehen haben. Also diese Abwägung zwischen diesen drei Elementen war schwierig, ist schwierig noch immer. Jedes Land, jede Gesellschaft entscheidet das anders. Aber im Großen und Ganzen haben wir diese Pandemie eigentlich gut bewältigt. Vielleicht der größte Erfolg ist diese Grafik, ist der wissenschaftliche Fortschritt. Dass wir es geschafft haben, in 8, 9 Monaten mehrere Impfstoffe zu entwickeln, Menschen zu schützen, Leben zu retten. Und historisch gesehen haben der Entwicklung von Impfstoffen Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte gedauert. Die schnellste Entwicklung von Impfstoffen war hier Masern in den 50er bis 60er Jahren. Das hat 10 Jahre gedauert. Und jetzt reden wir hier von 9 Monaten. Also ein riesiger Erfolg, gerade auch aus der Wissenschaft, was glaube ich, eine große Stärke ist. Woran liegt das? Was sind die Gründe? Und in dem Buch
bespreche ich 6 Stärken, die als Grundlage einer solchen neuen Aufklärung, neuen Bewusstsein sein können und die uns bewusst machen, was wir als Stärke haben, auch als Stärke unseres Gesellschaftsvertrags, auch anders als Länder wie China oder auch die USA, gehört für mich dazu starke Institutionen, einen starken Sozialstaat. Dazu gehört auch, dass wir resiliente Unternehmen haben, die häufig eben nicht kurzfristig denken, sondern langfristig orientiert sind, stabilitätsorientiert sind. Es ist die Offenheit, die internationale Offenheit und Kooperation, die beispielsweise die Entwicklung von Impfstoffen erst möglich gemacht hat. In Deutschland sind wir stolz auf BioNTech, sagen immer, wir lassen uns impfen mit BioNTech und sind ganz irritiert, wenn andere sagen, dass sie sich mit Pfizer impfen lassen, weil ohne Pfizer, großen amerikanischen Konzern, hätte BioNTech, das deutsche Unternehmen, diesen Impfstoff nie und nimmer auf den Markt bringen können und entwickeln können. Wir haben eine hohe Wertschätzung für Wissenschaft. Auch das ist etwas, was für mich enorm positiv ist in dieser Pandemie. Und nicht nur in dieser Pandemie, auch vor der Pandemie. Fridays for Future, ich weiß nicht, wie bekannt das in Frankreich ist. Es ist eine große Bewegung in Deutschland junger Menschen, die den älteren Menschen den Spiegel vorhalten, auf Grundlage wissenschaftlicher Evidenz. Also wir sind auf dem Weg in die Klimakatastrophe und das ist die wissenschaftliche Evidenz und ihr, die jetzt da entscheidet, müsst mehr tun. Auch eine starke Zivilgesellschaft und vielleicht die größte Stärke, der wichtigste Punkt, was für mich aus dieser Pandemie hervorkommt, ist das Thema Solidarität. Jetzt habe ich gerade Probleme mit den Folien, aber jetzt sehen Sie diese beiden älteren Herren mit Rauschebart. Dem Rechten ist Ihnen wahrscheinlich bekannt. Charles Darwin, bei dem viele seit jeher argumentieren, Sozialdarwinismus, hochindividualistische Gesellschaft, die viel auf Wettbewerb Wert legen. Das sind die erfolgreichen Gesellschaften. Und dem entgegen steht Piotr Kropotkin, ein russischer Philosoph, Naturforscher, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, der die Gegenthese aufgestellt und gesagt, hochsolidarische Gesellschaften sind eigentlich die große Krisen am besten bewerkstelligen. Und zwar nicht nur politisch, sondern auch sozial, wirtschaftlich, vom Zusammenhalt her. Und er hat damit recht gelegen. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass hochsolidarische Gesellschaften deutlich besser große Krisen unserer Zeit bewerkstelligen. Also auch das für mich ist vielleicht sogar die wichtigste dieser 6 Lehren, die ich hier draus ziehe. Und man kann sicherlich noch sehr viele andere Dinge daraus schließen. Aber für mich ist das ein Kernpunkt, eine Kernlehre, die Hoffnung macht und auch jetzt auf die Zukunft schauend uns Orientierung geben sollte. Ich springe jetzt ein bisschen, ich will nur kurz erwähnen, dass trotz dieses Bewusstseins wir natürlich trotzdem viele, viele blinde Flecken in dieser Pandemie haben. Und für mich ist ein blinder Fleck letztlich, dass wir immer noch sehr national denken. Hier ist jetzt eine Grafik mit verschiedenen Krankheiten, woran Menschen sterben und wo man sich fragt, wenn wir so viel Initiative, so viel Mühe uns geben, Menschenleben in dieser Pandemie zu retten, wieso tun wir das nicht bei anderen Krankheiten? Und wieso? Entschuldigung, ich habe hier ein bisschen Probleme mit den Folien, die sehr lange brauchen, um zu springen. Ich wollte Ihnen gerne noch eine Folie zeigen. Das kommt hoffentlich jetzt gleich, was mit globaler Kooperation zu tun hat. Für mich ist wirklich eine der großen blinden Flecken in dieser Pandemie, wie gesagt, dass wir sehr national denken, Impfstoffe hauptsächlich für uns in Europa horten und vergessen, dass große Teile der Welt kaum Impfstoffe haben. Und auch da ist die Frage, wie definieren wir Solidarität? Und müssen wir es nicht viel stärker global gemeinsam definieren? Für mich kommen aus dieser Pandemie 4 Konfliktlinien hervor, die wichtige Lehren für die Zukunft bereithalten. Das ist einmal, dass wir die richtige Balance zwischen Staat und Markt brauchen. Ich glaube, in der Vergangenheit, letzten 30 Jahren, haben wir mit dem Neoliberalismus, sind wir übers Ziel hinausgeschossen, haben zu sehr geglaubt, dass Marktwirtschaft, Märkte die Lösung anbieten. Und wir realisieren in dieser Pandemie, das ist nicht der Fall. Wir brauchen gute staatliche Institutionen, auch im Bereich Solidarität, wenn wir an den Sozialstaat denken. Wir brauchen mehr Kooperation, Multilateralismus
müssen also über unsere Grenzen hinausdenken. Wir brauchen eine starke Wissenschaft, die auch die Politik zwingt, Rechenschaft abzulegen für ihre Entscheidungen. Auch das sehe ich als etwas sehr positiv. Und wir brauchen, wie gesagt, eine vorsichtige Abwägung zwischen Gesundheit, Wirtschaft und Grundrechten, die eben gerade dieses Thema Solidarität in den Mittelpunkt stellt. Wenn ich jetzt auf die Zukunft schaue, klar haben wir vielleicht 4 riesige Herausforderungen. Und normalerweise sagt man, wenn man durch eine Krise durchkommt, danach können wir erstmal durchatmen, uns entspannen und sagen, so, jetzt können wir uns erstmal erholen von der Pandemie. Wenn wir heute schauen, wo wir stehen, realisieren wir, dass die Pandemie eine vergleichsweise milde und kleine Krise ist im Vergleich zu dem, was uns bevorsteht, in Bezug auf Klimaschutz, in Bezug auf die digitale Transformation, nicht nur unserer Wirtschaft, sondern unseres tagtäglichen Lebens, in Bezug auf die soziale Polarisierung unserer Gesellschaft, was wir überall in jeder Gesellschaft mit Gilets Jaunes und auch politischen Bewegungen, mit Brexit auch in Deutschland sehen. Und das sind riesige Herausforderungen, die eben in den nächsten Jahren, Jahrzehnten bei uns sein werden. Und meine Hoffnung und meine Erwartung ist, dass wir die richtigen Lehren aus der Pandemie ziehen, dass wir unsere Stärken bewusst sehen, um eben diese 4 großen Herausforderungen zu adressieren. Und dazu, glaube ich, ist es sich bewusst zu machen, auch nochmal, was erfordert dies? Und das sind die 3 Elemente der Aufklärung. Ich nenne sie neue Aufklärung. Das sind die Begrifflichkeiten, wie Svetlana Todorov sie genannt hat. Sicherlich Ihnen in Frankreich sehr bekannt, Wissenschaftler, Philosoph, Soziologe, der die sehr stark betont hat, dass wir eben diese 3 Elemente, Autonomie, Freiheit des Einzelnen, selbstbestimmtes Leben, aber eben auch Universalismus, also dass alle diese Möglichkeiten, Chancen, Grundrechte, Achtung der Menschenwürde haben und eben eine starke Humanismus, dass wir als Mensch eben soziales Wesen sind und diese Gemeinschaft zu betonen. Und daraus schließe ich, ja, es ist viel schiefgegangen. Diese Pandemie stellt uns vor riesige Herausforderungen. Aber wenn wir die richtigen Lehren daraus ziehen, sind sie eben eine Chance, um diese großen Zukunftsherausforderungen, die wir jetzt vor uns haben, zu bewerkstelligen. Und das ist meine Hoffnung. Und wie gesagt, wie ich am Anfang sagte, es gibt gute Gründe für Pessimismus, aber bessere Gründe für Optimismus. Ja, vielen Dank, merci beaucoup. Vous avez déjà abordé beaucoup de points. Je demanderai à Daniel Cohen s'il peut réagir. Et surtout, j'avais lu un papier très intéressant où vous posez la question, le Covid est-il de gauche? Ça reprend en quelque sorte certains arguments développés tout à l'heure par Marcel Fratscher, c'est-à-dire est-ce que cette pandémie n'a pas remis en cause toute cette croyance que la dérégulation ou tout au moins la libéralisation était un facteur de croissance, est aussi une remise en cause de la globalisation. Donc probablement, moi en tous les cas, j'ai trouvé votre papier très très pertinent et je trouvais que ça se complétait bien. Donc vous avez la parole. Merci. Merci, merci de votre invitation. C'est un plaisir de dialoguer avec Marcel, même si c'est à distance et par l'intermédiaire de langues différentes. Et pour répondre tout de suite à votre question, oui, pour partir sur ce point qui fait en effet lien avec ce que disait Marcel, je disais un peu pour plaisanter que le Covid pouvait être de gauche dans la mesure où c'était une crise où en effet on voyait à l'œuvre les mécanismes dont Marcel a parlé, à savoir le fait que c'est une crise qui nous touchait comme individus, mais qui nous touchait aussi collectivement. Jamais on a autant senti à l'occasion de cette crise l'unité, je dirais, de notre conscience privée et de notre appartenance à un monde public. Un de mes collègues, professeur de philosophie à l'école normale, disait la maladie est privée, mais la santé est publique. Et c'est exactement ce qu'on a ressenti
on a compris que notre santé dépendait au fond de la cohésion de la société dans son ensemble, de sa capacité à réagir solidairement à cette crise sanitaire. Avec mon collègue Yann Algan, on a étudié la manière dont les différents pays, on en avait une cinquantaine dans notre échantillon, avaient réagi à cette crise en mêlant à la fois des indicateurs sanitaires et des indicateurs économiques, d'une manière dont on a essayé de montrer comment ils pouvaient s'agréger l'un à l'autre, et on a montré que la corrélation entre le succès ou l'échec de réponse à cette crise était intimement corrélée à des indicateurs de cohésion sociale. Cohésion sociale au sens le plus large, mais aussi et peut-être surtout de confiance dans les relations interpersonnelles, des sociétés confiantes au fond dans le civisme supposé des autres, mais aussi confiance en l'État, et enfin, c'est 3 points que Marcel a abordés, confiance aussi dans les autorités scientifiques, confiance dans la parole scientifique. Ce sont ces 3 éléments qui permettent à une société relativement à une autre de s'en sortir mieux. La France, d'ailleurs, étant exactement située au point prédit par ces indicateurs de confiance, ni mieux ni moins bien. L'Allemagne un peu moins bien, mais plus haut que la France dans nos indicateurs, un peu moins bien que son maximum possible, mais mieux que la France. Là, je parle de 2020 et de la première moitié de 2021, avant les vaccins. Et des pays, en revanche, comme l'Angleterre, faisant beaucoup moins bien que leur propre potentiel, parce que la gestion de la crise, notamment par Boris Johnson au départ, a été catastrophique. Donc oui, c'est une crise qui est très différente des crises économiques passées, dans cette mesure même où la résolution de la crise a exigé une coproduction de l'État et de la société. Les crises économiques classiques, Marcel et moi avons l'habitude d'étudier, ce sont des crises comme la crise du subprime, des subprimes qui sont endogènes au système économique. On a beaucoup reproché aux économistes en 2008-2009 de ne pas avoir prédit la crise. On se souvient que la reine d'Angleterre avait demandé à la Royal Economic Society « À quoi vous servez si vous n'êtes pas capable de prévoir une crise comme celle-ci ?» Bon, je ne suis pas sûr que les économistes étaient seuls coupables. Je pense que les agences de notation, les instances de régulation, dont c'était le métier de prédire, au fond, les excès des produits financiers qui ont fini par exploser, ont aussi leur part de responsabilité. Mais le fait est que cette crise n'a pas du tout été anticipée par les économistes. En revanche, quand cette crise, celle des subprimes, s'est déclenchée, je crois que les économistes ont montré leur utilité en tirant toutes les leçons des mauvaises gestions de la crise des années 30. Ils avaient sous les yeux exactement les erreurs à éviter de répéter en matière de politique monétaire, de politique budgétaire, de politique commerciale. Le fait que le président de la Banque centrale américaine à l'époque, Ben Bernanke, était lui-même un grand spécialiste de la crise des années 30, a sans doute beaucoup contribué à la résolution de cette crise. Cette fois-ci, les économistes n'ont pas vu venir la crise, ça c'est sûr, mais étaient totalement désarmés, y compris conceptuellement, pour comprendre cette crise. En fait, quand les économistes ont commencé à chercher des références à cette crise, ils ont vu les crises financières pour comprendre qu'elles seraient différentes. Ils ont essayé de tirer des leçons des épidémies passées pour constater que les épidémies passées étaient souvent inflationnistes, tout simplement pour la raison lugubre que le nombre de morts rendait les marchés du travail plus serrés, plus tendus et donc provoquait des inflations salariales. Mais ils ont écarté cette interprétation aussi parce qu'ils voyaient bien que cette fois-ci, la récession économique devait aux politiques sanitaires destinées à éviter la mortalité. Et donc, ce qui était prévu par les économistes à l'époque, c'était, au milieu de la crise, c'était au fond une récession, une déflation assez classique. On parlait à l'époque de choc d'offres keynésien, c'est-à-dire on ne peut plus produire, ça crée du chômage et ça crée une spirale déflationniste. Et la grande surprise, c'est que la reprise économique a été beaucoup plus rapide que prévu, à certains égards, trop rapide. C'est la raison pour laquelle, en effet, cette crise a été inflationniste, pas du tout pour les raisons qui étaient celles des épidémies passées, mais à cause du fait que les économistes ont complètement échoué à prédire les conséquences de cette crise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette crise qui a échappé au raisonnement des économistes? Eh bien, normalement, dans une crise économique et financière classique, comme par exemple la crise des subprimes, on sait que le retour à la normale est très lent,
parce que tout le monde se méfie de ce que font les autres. Il faut imaginer un embouteillage avec un feu rouge, le feu passe au vert. En fait, il faut beaucoup de temps avant que, si vous êtes loin dans la file, vous repassiez au vert parce que chacun attend que l'autre avance et ainsi de suite. Donc, ça prend un temps très long. Cette fois-ci, quand le feu est passé au vert, c'est-à-dire quand on a trouvé des vaccins pour aller vite, quand on a vu que les taux d'incidence ont baissé, tout le monde s'est remis à produire et à consommer en même temps. Il y a eu une instantanéité de la réponse au signal, la crise est finie, même si ce signal, à l'heure où on parle, est peut-être faux. Et ça nous fait voir plusieurs choses. D'abord, les mécanismes mentaux, psychologiques qui se sont mis en œuvre dans cette crise sont très différents des mécanismes antérieurs. Et une des explications de cette différence, c'est que chacun, au fond, est resté concentré sur ce choc sanitaire. Quand le choc sanitaire a baissé, avant même les vaccins, au cours de l'été de l'année dernière, tout le monde est ressorti. Quand le choc sanitaire est remonté, tout le monde est resté chez soi. Il y a eu une espèce de simultanéité du choc et de la réaction. C'est d'une certaine manière une bonne nouvelle pour les économistes. Au fond, on comprend ce qui fait que les crises financières durent longtemps, c'est qu'on ne retrouve pas confiance quand la crise financière est terminée, suffisamment vite dans notre capacité collective, et c'est pour ça que ça prend du temps. Cette fois-ci, grâce au vaccin, pour aller vite, tout le monde a repris confiance. Mais ça montre aussi quelque chose qui est beaucoup plus préoccupant. C'est qu'en fait, face à une crise comme celle-là, nous n'avons pas de distance critique. Nous réagissons à l'événement. Quand la crise vient, on reste chez soi. Quand elle sort, on s'en va. Si on prend l'exemple de l'été dernier, 2020, de l'été 2020, on a cru que la crise était terminée en France comme en Allemagne, comme dans la plupart des pays. Tout le monde est sorti sans intelligence collective suffisante pour comprendre qu'en faisant ça, on allait ressusciter la crise, comme ça a été le cas au cours de l'été dernier. Là, c'est différent grâce au vaccin, mais on voit qu'un mécanisme de même nature est à l'œuvre. Je dis ça parce que je voudrais passer à la question du réchauffement climatique. On dit souvent, et à juste titre, que cette crise est de même nature que la crise écologique. Et en effet, je pense personnellement que cette crise est peut-être la première du 21e siècle à cet égard, alors que la crise des subprimes était sans doute la dernière du 20e siècle, une crise financière finalement très, très banale, même si elle a eu des effets considérables. Cette crise est la première du 21e siècle parce que c'est une crise qui mène aux systèmes économiques et sociaux au test d'un choc qui nous est profondément exogène, un choc qui ne vient pas de l'intérieur du fonctionnement de nos sociétés, un choc sanitaire cette fois-ci, au fond qui nous oblige à parler de la vie, de la mort, privativement et collectivement, alors que notre horizon, depuis la fin des guerres, depuis la disparition des religions, du rôle central qu'elles ont pu y jouer, nous ont profondément déshabitués à réfléchir à ces questions-là. La crise climatique est de même nature. C'est une crise dont nous ne savons pas parler. Au fond, c'est une crise à laquelle nous avons été incapables de réagir par anticipation de cette crise. Ça fait 30 ans qu'on sait que cette crise climatique vient. Nous ne sommes aujourd'hui capables d'agir, ou en tout cas de dire que nous allons agir, que parce que cette crise est déjà là, avec ces étés caniculaires, ces incendies de forêt et tous les règlements qui sont visibles. Nous ne sommes pas parvenus à avoir une intelligence collective suffisante pour anticiper cette crise. Eh bien, le travail dont parle Marcel, et je termine là-dessus, ce travail des Lumières, c'est d'être capable de retrouver une intelligence collective qui nous permette de comprendre l'unité insécable du genre humain, de l'humanité, et de lui redonner surtout les moyens de parler de cette chose que la vie économique, et je pourrais parler de la société numérique aussi, nous a désappris à parler. Une petite remarque philosophique à l'égard des Lumières. Les Lumières priment la supériorité de la raison sur la superstition. Ça reste son idéal d'autonomie dont parlait Marcel, reste le nôtre aujourd'hui dans cette modernité. Le point faible, si vous permettez d'oser cette critique des Lumières, c'est que les Lumières ont très peu de choses à dire sur le vivre ensemble. Au fond, les Lumières sont habitées par l'idée que si chacun accède à la raison, la société sera meilleure. Ce dont on parle aujourd'hui, ce sont des Lumières, bien sûr, avec l'idéal humaniste et d'autonomie qu'elles ont porté, mais qui soient capables, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de ces grands dérèglements, de nous redonner aussi la possibilité d'une intelligence collective que nous avons manifestement perdue, et dont cette crise climatique qui s'annonce nous montre, hélas, les immenses défis qu'elle nous oblige collectivement à relever. Voilà.
Merci beaucoup. Ça me donne une transition parfaite. Sie haben eben schon angesprochen oder eine kleine Kritik an der Aufklärung geübt. Ich würde gerne kurz auf den schon erwähnten, leider zu früh verstorbenen Todorov zurückkommen, der Sie beziehen sich ja, Herr Fratscher, in seinem Buch direkt auf sein Spätwerk für einen neuen Geist der Aufklärung. Da erwähnt er einen Punkt, den Sie nicht aufgreifen, der aber aus meiner Sicht vielleicht eine ganz gute Antwort auch auf die Kritik von Herrn Cohen ist, nämlich die Trennung von theologischem und politischem. Er übersetzt das dann manchmal mit Laïcité, aber das erscheint mir eine sehr interessante Betrachtung, gerade was das Zusammenleben angeht, das ja in unseren Gesellschaften zumindest immer stärker nicht von Religion im wenn auch, aber eben auch von einem religiösen Glauben ersetzt wird, wenn man sich jetzt zum Beispiel Begründungen von Impfgegnern anhört oder aber auch Leuten, die komplett ablehnen, etwas für den Klimaschutz zu tun. Welchen Grund hatten Sie, dass Sie diesen Punkt ausgeklammert haben? Ja, vielen Dank erst einmal an Daniel. Vielen Dank für die Kommentare und Denkanstöße. Das ist, finde ich sehr, sehr gut und hilfreich. Zu Ihrer Frage, Frau Wiegel. Ehrlich gesagt, ich glaube, der Punkt von Todorov ist wichtig, aber wenn ich mir jetzt anschaue, die Impfverweigerer oder auch das, was wir sehen beim Widerstand gegen Klimaschutz oder viele andere Dinge, für mich sind da, ich sehe es vielleicht als Ökonom immer durch die Brille der sozioökonomischen Faktoren. Also für mich, nehmen wir mal das Thema Impfverweigerer, Menschen, die sich nicht impfen lassen. Wir haben gerade hier in Deutschland eine ganz intensive Diskussion darüber. Und wir haben unter den Erwachsenen nur knapp 79%, die sich haben impfen lassen, also sprich über mehr als jeder Fünfte nicht. Und wenn sie und diese Gruppe ist nicht zufällig verteilt, sondern die sind in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen. Häufig Menschen, die eher am Rande der Gesellschaft sind, so drücke ich das mal diplomatisch aus, häufig eher mit geringeren Einkommen, aber vor allem Menschen, die nicht das Gefühl haben, dass sie Teil dieser Gesellschaft sind. Das sind vor allem Menschen hier im Osten, im Ostdeutschland, die das Gefühl haben, dass sie nicht die Wertschätzung für ihre Lebensleistung erfahren. Und man kann sagen, die Wiedervereinigung ist 30 Jahre her. Wieso ist es immer noch in den Köpfen? Aber es ist bei vielen ganz tief verankert. Und ich sehe diese soziale Polarisierung, jetzt will ich nicht zu sehr verallgemeinern, natürlich Trennung zwischen Religion und Staat, das ist ein wichtiger Punkt, aber viele dieser Krisen oder viele dieser Konflikte, so würde ich es nennen, die vielleicht auch auf Religion geschoben werden. Wir haben ja auch in Deutschland einen starken Antisemitismus und wir haben in Deutschland einen starken Anti-Islamismus. Dann sind viele der Ursachen, ich will das nicht verteidigen, ich will es auch, also überhaupt gar nicht, sondern nur lediglich erklären. Ich glaube, diese sozioökonomische Komponente und die fehlende Solidarität ist für mich ein wichtiger Grund. Und das heißt auch, dass es ein Auftrag an uns als Gesellschaft ist, auch an die Eliten, an die politischen, wirtschaftlichen Eliten, eben zu schauen, dass wir, ich nenne es jetzt mal soziale Marktwirtschaft, das ist der deutsche Begriff, auf den wir als unseren Gesellschaftsvertrag bezeichnen, dass wir diese soziale Marktwirtschaft wieder reparieren, wieder zum Funktionieren kriegen. Und Daniel Cohen hat viele der Punkte angesprochen. Wir haben eben durch Globalisierung, durch den technologischen Wandel eine immer stärkere soziale Polarisierung. Und ich glaube, wir machen es zu einfach, wenn wir sagen, das sind Fanatiker, das sind Extremisten, die glauben an Verschwörungstheorien. Das mag alles richtig sein. Ich glaube nur, wir müssen die Ursache, die Gründe verstehen und auch verstehen, dass solche Probleme immer mindestens zwei Seiten haben, zwei Perspektiven haben und dass wir
als Gesellschaft in einer Bringschuld sind, eben, also um auf Todorov zurückzukommen, das Thema des Universalismus, dass alle Menschen die Chancen haben, alle Menschen Teil der Gesellschaft sein können. Und das ist für mich eigentlich vielleicht der größte Kritikpunkt an dem, wie wir es heute haben. Daniel hat viel über auch Krisen gesprochen, ich habe es Neoliberalismus genannt, also der Glaube, dass Wettbewerb und das Gegeneinander zu besseren Lösungen führt, hat, glaube ich, zu Exzessen geführt. Und wie gesagt, ich will das weniger durch religiöse oder ideologische Brille sehen, sondern vielmehr aus einer gesellschaftlichen, sozioökonomischen Brille. Und ich denke, da würden wir schon ein ganzes Stück vorankommen. Bevor ich die Frage an Daniel Cohen weitergebe, würde ich gerne noch an einem Punkt nachhaken zu dem, was Daniel Cohen gesagt hat. Er hat ja auch die Frage der Inflation angesprochen, die Sie in Ihrem Buch auch relativ ausführlich erörtern. Und ich glaube, das ist für unsere Zuhörer auch interessant, dass Sie also Daniel Cohen hat jetzt gesagt, die Form der Inflation, die wir jetzt erleben, ist eine ganz andere, nämlich die einer Krise des 21. Jahrhunderts, wie wir sie bislang nicht erlebt haben. Vielleicht können Sie etwas erzählen über das Verhältnis der Deutschen zum Thema Inflation und dieser Angst vor Inflation. Und Daniel Cohen erwähnte die Subprime- und Finanzkrise. Da gab es ja in der Tat eine große Einhelligkeit, aber nicht unbedingt bei deutschen Ökonomen damals. Ja, wir Deutschen sind schon ein bisschen eigen. Ich arbeite gerade an einem neuen Buch, das geht um Geld oder Leben und vor allem um Geld, um Inflation und vor allem auch um die zwei Phobien der Deutschen. Es gibt, glaube ich, kein Volk, keine Gesellschaft der Welt, das so viel Angst vor Inflation und Verschulden hat, diese zwei Dinge, wie das in Deutschland der Fall ist. Für die jetzt kein Deutsch sprechen hier in der Runde, in Deutschland kommt der Begriff Schulden vom Begriff Schuld, was eine sehr klare moralische Einschätzung hat. Ja, im Englischen beispielsweise es ist ein Unterschied zwischen Debt und Guilt. Ich weiß gar nicht, wie das im Französischen ist. Das Gleiche gilt für Inflation, die verbunden sind. Und in gewisser Weise ist diese Angst vor Inflation in Deutschland wirklich frappierend. Während alle anderen Europäer entspannt sind, wird in Deutschland Panik geschoben. Und häufig wird gesagt, das hat historische Wurzeln. Die Hyperinflation in Deutschland von 1923 und die nach dem Zweiten Weltkrieg 1948 gab es eine Währungsunion, wo es Umstellung gab auf die D-Mark, wo viele Menschen wiederum enteignet wurden. Und wenn man sich diese Phasen anschaut, dann sieht man, dass erstens mal in diesen Phasen nicht der Mittelstand oder die Menschen mit wenig enteignet wurden, sondern vor allem die Wohlhabenden aus verschiedenen Gründen. Und was wir aus deutscher Perspektive, das ist deshalb besonders schockierend, vergessen, dass die dunkelste Zeit, die schlimmste Zeit in unserer Geschichte, nämlich das Dritte Reich, nicht durch Inflation mit verursacht wurde, sondern durch Deflation, durch die Weltwirtschaftskrise 1929 bis 1933, bei der die Politik völlig falsch reagiert hat. Sie hat eine restriktive Finanzpolitik und Geldpolitik gefahren. Es gab einen riesigen Anstieg der Arbeitslosigkeit, was dann ganz entscheidend war, dass 32 und dann 33 Hitler an die Macht kommen konnte. Und auch aus der Perspektive, wenn die Leute sagen, ja, es ist immer noch ein Narrativ in den deutschen Köpfen, Hyperinflation hat Hitler an die Macht gebracht. Nein, umgekehrt, es war die Deflation Ende der 20er Jahre. Kurz zu den Gründen, wieso haben wir Deutschen so viel Angst vor Inflation? Das hat viel mit der deutschen Geschichte zu tun, dass immer sehr viel Wert auf Sparen gelegt wurde und die Art und Weise, wie wir Deutschen sparen. Wir haben eine extrem geringe Immobilienquote, wir haben ganz geringe Aktienquote. Also die meisten Deutschen halten ihr bisschen Erspartes auf dem Sparkonto in nominalen Termen. Und da ist natürlich Inflation entwertet dieses finanziell Ersparte. Und ich glaube, Frankreich hat eine sehr viel höhere Eigentumsquote in Deutschland
Es ist weniger als 50%, wenn Sie in Städten wie Berlin sind, wo ich jetzt sitze. Dort leben 85% der Berlinerinnen und Berliner zur Miete, nur 15% am Eigentum. Und für die ist es natürlich eine Katastrophe, wenn die Preise steigen, die Mieten steigen, also auch eine Art von Inflation, ja, die Belastung durch solche steigenden Mieten und gleichzeitig das Ersparte auf dem Sparkonto null Zinsen bringt. Nochmal auf diesen Begriff Inflation, also ich bin da im Augenblick relativ entspannt, aber auch was wir häufig vergessen, Inflation hat häufig Verteilungseffekte. Und ich habe das Thema Wohnen angesprochen. Und das sind vor allem Menschen mit geringem Einkommen, die im Augenblick durch eine Explosion der Mieten, aber auch der Energiepreise und Nahrungsmittelpreise besonders stark betroffen sind. Und so gesehen glaube ich schon, dass es ein Thema ist, aber es ist eher ein soziales Thema, als jetzt wirklich ein gesamtökonomisches Thema, weil wir eben in den letzten Jahren eine viel zu geringe Inflation gesehen haben. C'est la transition pour vous demander, Daniel Cohen, justement, l'inflation, elle est là actuellement et elle est quand même un argument, et j'espère que Marcel Fratscher est d'accord avec moi, avancé encore pour appeler à la prudence en ce qui concerne les règles fiscales pour l'Europe. Alors, on a depuis aujourd'hui, on a mentionné un nouveau contrat de coalition avec un ministre de Finances désigné et qui est prêt pour réformer les règles fiscales en Europe. Et j'aurais bien aimé avoir votre avis, non seulement sur ce que vous avez développé sur cette inflation d'une nouvelle nature, en quelque sorte, dans cette crise du XXIe siècle qui est endogène, mais aussi ce que, justement, déjà sur le plan européen, ce que cette crise demande à l'Europe, à l'Union européenne, pour avancer dans le sens des valeurs de l'humanisme, comme on vient de le dire, de l'universalisme, donc dans l'esprit des nouvelles lumières. Oui, alors d'abord, on a beaucoup parlé, bien entendu, de la crise sanitaire, mais le cadre général est évidemment celui d'une montée du populisme, de l'extrême droite dans un très grand nombre de pays. Je ne sais pas encore dans le cas de la France si mon pronostic, le Covid est de gauche, c'est-à-dire qu'il rappelle la nécessité de penser collectivement et de manière solidaire la façon dont la société et l'État fonctionnent ensemble. Mais pour l'instant, en France, la somme des candidats d'extrême droite atteint des records. On est à au moins 35% de gens qui voteraient pour l'un ou l'autre des trois candidats d'extrême droite qui se décident. Donc le populisme va peut-être régresser à la suite de cette crise, mais pour l'instant il reste très fort. Trump aux États-Unis n'a pas dit son dernier mot et je pense qu'on voit tous que Biden va avoir du mal à gagner les élections de midterm. On voit en Italie des signes qui peut-être font penser que la Ligue va régresser, mais elle reste à des niveaux très élevés. Et donc, il faut bien comprendre ce que ces anti-lumières, puisque c'est la façon de parler du populisme aujourd'hui, c'est le même mouvement anti-lumière que celui qu'on avait connu d'ailleurs au 19e siècle. En réaction aux lumières, on a eu une montée du conservatisme qu'on a qualifié à l'époque d'anti-lumière. Et il faut bien comprendre de quoi ce populisme est l'expression. Alors, ça rejoint ce que disait Marcel, mais je voudrais le qualifier avec quelques distinguos. Donc on a fait une étude, on a publié un livre en français avec mon ami Yann Algan qui s'appelle Les origines du populisme, qui est un clin d'œil au livre de Hannah Arendt qui s'appelait Les origines du totalitarisme, et parce qu'on retrouve un certain nombre des éléments
que signalait Hannah Arendt pour comprendre la montée dans les années 30 du totalitarisme dans notre étude. En fait, on a distingué deux niveaux de l'analyse. La première, c'est l'insécurité économique, c'est-à-dire des enquêtes qui permettent de situer les personnes sur une échelle d'insécurité économique. Est-ce que vous êtes propriétaire? Est-ce que vous avez un emploi stable? Est-ce que vous alternez avec le chômage? Enfin bon, beaucoup de choses très très classiques qui nous permettent d'indexer le degré d'insécurité économique sur les personnes. Ce qu'on montre, c'est que les personnes interrogées dans notre très grande enquête, on avait plus de 15 000 personnes, qui sont touchées par l'insécurité économique, se retrouvent sur l'échiquier politique à la fois à l'extrême droite et à l'extrême gauche. C'est-à-dire que l'insécurité économique fait monter la polarisation politique de la société. C'est un peu ce dont parlait aussi Marcel dans son propos liminaire. Mais on en retrouve autant chez les électeurs de Le Pen, c'était une enquête qui a été faite sur l'élection présidentielle de 2017, que sur les électeurs de Mélenchon, qui se trouvent plutôt du côté de la gauche radicale. La deuxième dimension, c'est comment comprendre en quoi les uns vont vers l'extrême droite et les autres vont vers l'extrême gauche. Ça n'est pas vraiment les facteurs économiques, parce que les facteurs économiques suscite aussi bien l'extrême gauche que l'extrême droite, tout simplement en critique des partis de gouvernement, en critique du reproche, enfin en écho du reproche que ces partis de gouvernement se sont laissés entraîner vers le libéralisme, ont accepté la mondialisation et au fond n'ont pas su protéger les personnes vulnérables des dérèglements économiques du monde. Si on essaie de comprendre pourquoi les uns vont à l'extrême gauche et les autres vont à l'extrême droite, la gauche radicale ou la droite radicale, il faut d'autres paramètres que l'économie. Et nous, un des paramètres qui est très corrélé à cette ventilation, c'est au fond le degré de socialisation des personnes, au sens culturel du terme, le rapport à autrui. Les personnes qui votent pour l'extrême droite en France, ce sont des personnes qui sont dans une méfiance radicale à l'égard non pas seulement des élites, parce que ça, l'extrême gauche est dans la même méfiance, mais tout simplement en méfiance à l'égard d'autrui. Une personne inconnue rencontrée dans la rue ne leur inspire pas confiance. Ce sont des personnes, des électeurs qui sont en effet profondément désocialisés. Ce sont des personnes qui sont victimes d'un mal que notre sociologue national Durkheim avait analysé quand il avait étudié le suicide. Il appelait ça la solitude sociale, il appelait ça l'anomie sociale, c'est-à-dire l'incapacité de donner un sens au monde dans lequel on est, dans le rapport à autrui. Et ça, c'est quelque chose de très profond qui explique pourquoi les électeurs de Trump, les électeurs de Marine Le Pen vivent loin des villes, vivent souvent dans des régions de très faible densité sociale. Ce sont tout simplement des personnes, quel que soit leur statut économique, en fait, qui sont désocialisées. Et la question pour nous, je pense, économistes, sociologues, philosophes, c'est de comprendre de quoi cette désocialisation est la conséquence. Alors, il y a beaucoup de facteurs. C'est pas seulement l'économie, encore une fois, parce que ça ne permettrait pas de faire la distinction entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Je pense que c'est une série de ruptures beaucoup plus silencieuses, mais beaucoup plus profondes, que j'appellerais comme la désinstitutionnalisation du monde. Et nous vivons depuis 30 ans sous l'effet du néolibéralisme, dans un processus où toutes les institutions qui permettaient de faire société ont été progressivement démantelées. Les entreprises, dans les années 50 et 60, étaient un cadre hospitalier pour les travailleurs, pour les ouvriers, pour la classe ouvrière, parce que c'était des entreprises à l'intérieur desquelles une forme de solidarité s'exerçait à tous les étages de la société, entre le haut et le bas. Si vous étiez, vous vous occupiez du ménage dans une grande entreprise Mercedes, votre grille de salaire était indexée sur celui du patron de Mercedes. C'était des grilles de salaire uniques qui faisaient que la société, en termes salariales, en termes de protection, était profondément inclusive.
Nous avons vécu depuis le début des années 80 un formidable processus de désintermédiation. Il n'y a plus aucune femme de ménage aujourd'hui qui travaille pour l'entreprise chez laquelle elle fait ou il fait le ménage. Ce sont des sous-traitants dont les grilles de salaire sont déconnectées de celles du patron. Il y a une étude, je trouve, formidable qui a été faite aux États-Unis par un grand économiste professeur à Stanford, s'appelle Nicolas Bloom et ses co-auteurs, qui montre que l'explosion d'inégalités aux États-Unis doit à 70%, non pas à la montée des inégalités au sein des entreprises, mais à la montée des inégalités entre les entreprises. En fait, les inégalités au sein des entreprises ont tendance à baisser, alors que les inégalités globales explosent parce que c'est entre les entreprises que les inégalités augmentent. Pourquoi? Parce que au sein des entreprises, on a des gens de plus en plus homogènes. On n'a que des ingénieurs, on n'a que des femmes de ménage. Et donc, l'intégration sociale qui pouvait exister auparavant s'est détruite avec ce processus de désintermédiation. L'Allemagne est un bon exemple de ça. Une grande partie de la production automobile allemande a été délocalisée dans l'ancienne Europe de l'Est. Les ouvriers allemands ne gardant qu'une petite part de la valeur ajoutée finale. On a donc un processus dans lequel on a expulsé en quelque sorte une grande partie de ce qui faisait avant l'unité du monde social. Mais on pourrait multiplier les exemples. Les syndicats sont beaucoup plus faibles que par le passé, en partie pour cette raison profonde. Et ça veut dire que le sentiment d'appartenir à une classe sociale s'est profondément délité au cours des 30 dernières années. Je parlais de la confiance dans les scientifiques. Les scientifiques n'ont plus cette autorité naturelle qui leur aurait été donnée auparavant par leur rôle dans la société. Une petite pique, mais très amicale, à l'égard de ce que disait Marcel tout à l'heure sur BioNTech, dont les Allemands, à juste titre, sont très fiers qu'ils aient été à l'origine du vaccin. Il y a quand même quelque chose qui mérite d'être comparé à ce qui s'est passé en Angleterre. En Angleterre, le vaccin d'AstraZeneca a été inventé, comme dans le cas de BioNTech, par des chercheurs. Les médecins qui ont travaillé dans BioNTech sont fondamentalement issus du milieu universitaire. Ils ont d'ailleurs été financés en grande partie par la Commission européenne, par les programmes IRC. Ils appartiennent à la communauté scientifique comme les chercheurs d'Oxford. Il y a une petite différence, c'est que les chercheurs d'Oxford ont exigé à AstraZeneca que le prix des vaccins se fasse au prix coûtant. Ils ont considéré que leur contribution au monde public exigeait que leur découverte soit commercialisée au prix coûtant. C'est ce qui fait que le vaccin d'AstraZeneca, il coûte environ 10 fois moins cher que le vaccin de Pfizer, parce que les chercheurs de BioNTech n'ont pas imposé la même clause. En partie parce que ils n'étaient plus encastrés, insérés dans cette éthique du chercheur qui fait que on participe au bien public et non pas à la commercialisation d'un produit. Ça fait partie des exemples qui montrent que 30 ans de néolibéralisme, comme le disait très bien Marcel aujourd'hui, a produit au-delà des inégalités, au-delà de la précarité, une déconstruction presque systématique de nos mondes, des mondes communs qui auparavant permettaient d'offrir à tous les segments de la société le sentiment d'appartenance à un monde commun. La grande difficulté que je vois devant nous, ça n'est pas simplement, même si c'est nécessaire de recommencer à faire de la redistribution, s'assurer que tout le monde a bien un revenu, etc. Il faut le faire, évidemment, c'est très important. Mais la tâche qui est devant nous, c'était la chose que je disais des Lumières aujourd'hui, où c'est très compliqué d'imaginer ce que ça doit être aujourd'hui, c'est de retrouver ce pouvoir de réinsertion dans des institutions inclusives que 30 ans de néolibéralisme, y compris chez les chercheurs, ont fini par provoquer. Merci beaucoup. Eine Frage von den Zuschauern, die jetzt wirklich perfekt zu Ihren Ausführungen zum Unterschied zwischen den Forschern in Oxford und in Mainz passt. Eine Frage an Sie, Herr Fratscher. Was würden Sie Verteidigern der Liberalisierung und des freien Marktes antworten, die mit Verweis auf die Erforschung des Impfstoffs auf dem Erfolg des neoliberalen Modells und dem resultierenden Wettbewerb beharren? Ja, da bin ich, glaube ich, schon nahe bei Daniel Cohen, dass wenn Sie sich alle großen Erfindungen anschauen, im Bereich Pharma,
aber auch in anderen Bereichen sieht man, dass ohne Grundlagenforschung, die durch den Staat finanziert wurden, das gar nicht möglich gewesen wäre. Ich bin komplett bei Daniel Cohen sozusagen. Viel der Grundlagenforschung bei den Impfstoffen, ist an den Universitäten passiert. Wenn Sie sich Tesla, den Automobilhersteller, anschauen, in Deutschland schauen alle ganz viel fasziniert auf Tesla und glauben, das hätten die alles selber erfunden. Realisiert man, nein, Tesla hat massiv von Patenten oder Forschungsentwicklungen in den USA profitiert, die von DARPA, von anderen staatlich organisierten, staatlich finanzierten Projekten herausgekommen sind. Und das unterstreicht nochmal den Punkt, den ich auch in meinem Buch mache oder jetzt auch in einem Vortrag, die richtige Balance zwischen Staat und Markt zu finden. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, Anreize zu setzen, innovativ zu sein, auch für die Pharmakonzerne Geld zu verdienen. Ich sehe da jetzt nichts Verwerfliches dran. Aber ich glaube, es ist dann auch die Aufgabe des Staates, erstens diese Gewinne zu besteuern, also zu sagen, der Mehrwert ist nun mal ein großer Teil staatlich. Und zweitens, ich will vielleicht, ich weiß nicht, ob Daniel und ich da auf die gleiche Meinung haben. Für mich ist das Problem heute gar nicht so sehr, dass der Markt, also der Wettbewerb so brutal ist und Gewinner und Verlierer schafft, sondern für mich ist das Problem, dass wir von vornherein vielen Menschen gar nicht die Möglichkeit geben, Teil dieses Marktes zu sein. Daniel hat das eben als Desozialisierung, also Teil der Gesellschaft. Ich würde dort noch mal einen Schritt weitergehen und sagen, wir haben heute in Deutschland 10-11% der jungen Menschen, die ohne Schulabschluss von der Schule abgehen. Diese Menschen werden nie in ihrem Leben die Chance haben, ihre Talente, Fähigkeiten zu entwickeln. Die haben kaum Chancen, im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, den Respekt, die Anerkennung dort zu bekommen. Arbeit ist stark identitätsstiftend. Also mein Plädoyer ist zu sagen, wir brauchen diese richtige Balance zwischen Staat und Markt. Ich hoffe, dass auch mit dieser Pandemie das Pendulum, das zu weit Richtung Markt, der Markt weiß es besser, Deregulierung ist immer richtig, jetzt wieder zurückschwingt und eine gute Balance findet. Ich glaube auch, wie es lange in den 50er, 60er, 70er Jahren war, wo man gesagt hat, es waren sehr erfolgreiche Jahre wirtschaftlich gesehen in allen europäischen Ländern, Frankreich und Deutschland besonders. Beide haben sich beeindruckend vom Zweiten Weltkrieg, von den Zerstörungen erholt. Und dann ist irgendwann dieser Vertrag gebrochen und dann irgendwann in den 90er Jahren ist halt eine riesige Unwucht reingekommen und letztlich auch weniger Wohlstand geschaffen worden. Und also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es geht um die richtige Balance zwischen Staat und Markt. Und das Gleiche betrifft eben auch Wissenschaft. Ich bin fest davon überzeugt, dass Bildung und Wissenschaft größtenteils öffentlich finanziert werden sollte. Aber dann muss man auch ehrlich sagen, ich mache mir so ein bisschen Sorge, dass wir in Europa mit dem Modell, das wir fahren, Kontinentaleuropa, Frankreich wie Deutschland, im Vergleich zu den USA und auch anderen Volkswirtschaften ein bisschen an Boden verlieren. Zumindest in der Ökonomie, aber auch in vielen anderen Bereichen, wenn Sie sich anschauen, wo die Nobelpreise gewonnen werden, jetzt mal als Beispiel, ist es meistens Forscherinnen und Forscher, die in den USA forschen. Es sind häufig Franzosen oder Deutsche oder Japaner oder wer auch immer. Aber trotzdem glaube ich, dass wir da in diesem Bereich, was Forschung und Entwicklung betrifft, auch in Kontinentaleuropa besser werden müssen, um eben diese Balance zwischen Staat und Markt besser hinzubekommen. Oh, und nur nachgehakt, woran liegt es, dass europäische Forscher oftmals in Amerika dann finden sie bessere Forschungsbedingungen? Die Finanzierung ist nicht gut genug? Bessere Forschungsbedingungen, mehr Flexibilität, mehr Freiheit. Ich bin fest davon überzeugt, dass Forschung viel mit Freiheit zu tun hat. Gar nicht so sehr jetzt unbedingt das Geld. Und wenn man sich BioNTech anschaut, die beiden Gründer, beide mit Migrationsgeschichte, übrigens 2 Deutsche mit Migrationsgeschichte, die jahrelang an den Universitäten, in der Uni Mainz geforscht haben, gearbeitet haben,
ich glaube, die haben dann irgendwann die Ausgründung gemacht, weil ihnen das sehr viel Freiheit gegeben hat, selber zu forschen, an Dingen zu arbeiten, die sie interessiert. Und ich glaube, gerade für die Wissenschaft ist diese Freiheit wichtig. Und das wird häufig, ich kann jetzt nur über das deutsche System sprechen, zu sehr bürokratisiert und zu sehr eingeengt. Und das ist ein Beispiel, wo vielleicht dann die staatlichen Strukturen manchmal ein bisschen erdrückend sind. Ich würde gerne doch aber noch mal auf die europäische Komponente zurückkommen, weil Sie beide erwähnt haben, wie wichtig es ist, nicht nur auf nationaler Ebene die kommenden Krisen auch zu bedenken. Und unser erster Aktionsrahmen, auch wenn er natürlich nicht ausreicht, ist ja die Europäische Union. Vielleicht könnten Sie zunächst schon noch mal ein paar Worte sagen, wie sich die künftige Regierung aufstellt, was diese Herausforderung angeht, also wieder in größeren Zusammenhängen und auch in solidarischen Zusammenhängen zu denken. Sie haben sehr die Impfkampagne gelobt, aber man hat das Gefühl, das allein hat den Zusammenhalt in der EU noch nicht so weit ausgebaut, dass man jetzt sehr zuversichtlich sein könnte. Ja, ich sehe das mit einem weinenden Auge und mit einem lachenden Auge oder mit Teil Optimismus, Teil Pessimismus. Ich denke, was in der Pandemie sehr positiv war beispielsweise der Verteilung der Impfstoffe, dass man gesagt hat, alle Europäer, nicht die zuerst kommen, kriegen das meiste, sondern dass man da zumindest eine gewisse Solidarität auf europäischer Ebene hatte. Wie ich vorhin gesagt habe, man hat den Rest der Welt vergessen und ein bisschen versucht, hier Impfstoff zu monopolisieren in der EU. Aber das ist schon mal sehr positiv, dass man da eine gemeinsame Strategie hat. Auf der wirtschaftspolitischen Ebene den Resilienz- und Wiederaufbaufonds, der durch Frankreich und Deutschland im letzten Juli, also zumindest als treibende Kraft, der französische Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel, die treibenden Kräfte waren. Auch das sehe ich als ein ganz wichtiges Element der europäischen Solidarität. Das sind zwei positive Beispiele. Jetzt auf die neue deutsche Regierung zu sprechen zu kommen. Ich habe den größten Teil meines Nachmittags damit verbracht, den Koalitionsvertrag zu lesen, darüber zu lesen, auch Interviews zu geben. Und ich war sehr enttäuscht, wie wenig Gewicht Europa erhält. 2018 im Koalitionsvertrag war das erste Kapitel Europa. Das war der Hauptfokus 2018. Ich will jetzt nicht sagen, dass da viel umgesetzt wurde, aber es war der Hauptfokus. Jetzt kommt Europa ganz am Ende. Und klar, es ist auch relativ lang, aber relativ unkonkret. Und leider, das ist eine der, wie gesagt, der kritischen Dinge, die ich sehe, auch das habe ich angesprochen, ist die Reaktion in solchen Krisen, dass man sich selbst am nächsten ist und dass man wieder so nationale Strukturen, nationale Denkmuster zurückverfällt. Das ist sehr gefährlich. Und da habe ich die Hoffnung, dass eine neue Bundesregierung sich da öffnet, realisiert, alle der wichtigen Herausforderungen von Klimaschutz, digitale Transformation, die soziale Polarisierung machen nicht an Ländergrenzen halt. Und wir brauchen dort vor allem eine stärkere europäische Integration, zumal der Systemwettbewerb mit China und den USA auch in den kommenden Jahren deutlich intensiver werden wird. Daniel Cohen, sur l'Europe, vous avez parlé de ce phénomène de désocialisation. Je crois me souvenir de votre étude qu'on avait aussi une forte corrélation du scepticisme ou même du rejet européen par rapport aux personnes qui se situaient justement en dehors des structures. Comment, et vous avez mentionné que ça s'est pas amélioré, qu'on a toujours au moins 35%, voire plus de la population qui aimerait voter pour des candidats clairement populistes. Comment vous voyez les défis qui se posent actuellement et à la veille aussi de la présidence française de l'Union européenne? Alors, d'abord, oui, sur
pour revenir sur cette désocialisation de parties très importantes de l'électorat. En effet, ils sont évidemment parce que tout le monde le sait, anti-européens. On a fait aussi une étude sur la vaccination en corrélant par commune le taux de vaccination au taux de participation aux élections, et sans surprise, la corrélation entre participation et vaccination est très forte, ce qui veut dire que les communes les moins vaccinées sont celles où le taux de participation est le plus faible. C'est tout à fait dans l'idée de ce que disait Marcel tout à l'heure. Il y a une unité. Est-ce que j'appartiens à ce monde ou pas? Et si je n'y appartiens pas, pourquoi je me ferais vacciner? Pourquoi je rentrerais, alors même que ma propre santé est en jeu, mais pourquoi est-ce que je rentrerais dans ce système de pensée? Un mot pour revenir en arrière sur les universités américaines et les raisons pour lesquelles ils attirent autant d'Européens, de Français, d'Allemands, et pourquoi ils ont tant de prix Nobel, c'est que l'Amérique est un système un peu bizarre où en effet l'État est faible et les marchés très forts, mais il y a un legs un peu tocquevillien en Amérique de cette idée de former autour des églises et autres des communautés, c'est-à-dire ce que l'État ne produit pas, ce que le marché ne produit pas, c'est-à-dire ces instances de socialisation. Tocqueville, dans son livre célèbre sur l'Amérique, raconte l'art qu'ont les Américains à former des communautés autour de leurs églises souvent. Mais si vous lisez un livre de Robert Putnam, il rappelle aussi comment dans les années 50, les Américains appartenaient tous à des associations de parents d'élèves, des associations de joueurs de bowling. Le titre de son livre, c'est Bowling Alone. Et les États-Unis ont été, au fond, elles aussi, à partir des années 60-70, victimes de cette désocialisation, alors même que leur modèle était très différent. Putnam relie ça à la télévision. Il dit, un des effets de la télévision, c'est que on a pris l'habitude de ne plus sortir pour rencontrer les autres, et il associe ce processus de désocialisation à une individualisation croissante de la société qui commence dans les années 60 et qui se retrouve dans les clubs de bowling, les associations de parents d'élèves et les syndicats. Les universités américaines font partie de ces institutions qui ont résisté mieux que d'autres à cette désocialisation. C'est-à-dire que véritablement, les universités américaines appartiennent à cette catégorie que je mettrais entre l'État et les marchés. Il y a l'État, fixe des règles, les marchés fixent les règles de la concurrence, et au milieu, il y a des institutions qui permettent de faire société. Les universités américaines sont très puissantes par cette capacité à la fois d'accorder de la liberté et en même temps un écosystème très favorable à une intelligence collective. Donc les jeunes Français ou Allemands qui vont aux États-Unis savent qu'ils vont rentrer dans l'équivalent des usines Renault ou Mercedes pour des ouvriers au 19e et 20e siècle, c'est-à-dire qu'ils vont être véritablement pris en charge pour exprimer leur individualité. Et c'est une des raisons, à mon avis, fondamentales du retard de l'Europe par rapport aux États-Unis en matière d'innovation et de production de connaissances, c'est que nous n'avons pas des universités aussi puissantes que les universités américaines, disposant de ressources considérables pour produire des recherches de pointe dans tous les domaines possibles de la connaissance. Et je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi on n'y arrive pas alors que nos chercheurs très souvent sont au niveau, puisque eux-mêmes sont très demandés. Ça fait partie peut-être de ce que l'Europe devrait faire. L'Europe pourrait devenir, au fond, comme elle était au Moyen-Âge, ce lieu où le savoir peut circuler en étant encore plus actif qu'il n'est, non pas simplement à distribuer de l'argent pour la recherche, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font pour les chercheurs, ce qu'ils ont fait pour vos chercheurs de Mayence, mais peut-être aussi à aider à constituer des Harvard, des MIT, des Stanford, des Berkeley. Enfin, la liste est tellement longue aux États-Unis, alors qu'en Europe, il y a Oxford, Cambridge, une ou deux universités allemandes, vaguement une université française et encore très loin dans les classements. Tout ça, comme université, vous avez rappelé que j'étais président de l'école d'économie de Paris. Je suis véritablement désespéré, y compris de ce que notre gouvernement là vient de ne pas faire en faveur de cette question absolument centrale. Sur l'Europe, ce qui est en train de se jouer là aujourd'hui avec ce pacte de coalition, je l'ai pas lu,
et entre autres parce que je suis pas sûr qu'il était déjà traduit. En écoutant ce que dit Marcel, ça me préoccupe beaucoup. C'est-à-dire que si cette nouvelle coalition d'une manière ou d'une autre faisait passer les questions européennes au second plan, ce serait de très très mauvais augure pour ce qui va arriver en Europe dans les années qui viennent. Parce que l'Europe a un rôle capital. Je reprendrai exactement les termes qu'a utilisé Marcel dans les guerres de modèles où il y a le modèle chinois confucéen où tout le monde obéit comme ça au Parti communiste et le modèle américain qui est beaucoup plus décentralisé, etc. Il y a vraiment besoin d'un troisième modèle, ni confucéen, ni purement schumpeterien, mais qui soit capable de produire une voie où on innove, on est évidemment dans la liberté, mais on comprend aussi la valeur de la cohésion sociale, c'est ce dont on a parlé. Plus techniquement, on reste au risque d'ennuyer un peu nos auditeurs. Je pense que derrière la renégociation du pacte de stabilité et de croissance se jouent des enjeux considérables. Là, le pacte, les règles budgétaires ont été suspendues jusqu'en 2023. Donc là, en macroéconomiste pur et technicien de la chose, avec Marcel, je pense qu'on se comprendra et on s'entendra. Rien ne serait pire que de remettre en œuvre ce qui avait été décidé avant. Ramener la dette des pays européens à 60%, comme il est prévu que ce soit fait en 20 ans pour chacun des pays, c'est la certitude d'une crise financière, alors même que le ratio de dette, même si je sais que ça veut dire faute en allemand, ne signifie absolument plus rien aujourd'hui, que les taux d'intérêt sont très bas. Donc il faut vraiment réinventer la notion de soutenabilité pour prendre en compte cet environnement très différent de celui qu'on avait quand on a fixé 60% un peu au hasard de la moyenne. Ensuite, deuxième chose, si la question climatique est la grande question du XXIe siècle, je pense qu'on peut tous être d'accord avec ça, il faut à minima qu'on sorte de la définition des déficits publics, il faut qu'on sorte les investissements climatiques. Il faut qu'aucune contrainte budgétaire de réglementation des déficits ne vienne entraver l'effort que les gouvernements vont faire pour lutter contre le réchauffement climatique. On laissera peut-être une dette un peu plus élevée en matière financière aux générations futures, mais si on pouvait réduire la dette climatique qu'on leur laissera, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Il y en a une qui est irrécupérable, qui est irréversible, l'autre l'est. Il suffit de lever les impôts pour payer la dette dans 50 ans. Il suffira pas de lever des impôts pour réduire la température dans 50 ans. Donc là, il y a une asymétrie profonde. Il faut vraiment qu'on soit capable de s'entendre, non pas sur la destruction des cadres. Je comprends que une communauté comme l'Europe a besoin de règles. Je ne suis pas naïf et idiot, mais je pense qu'il faut entièrement les réviser si on veut traverser cette zone de turbulence qui nous attend encore au niveau macroéconomique et cette immense zone de turbulence qu'est le réchauffement climatique. Alors, une question pour la fin. Est-ce que la liberté individuelle est compatible avec l'intelligence collective? Une très belle question pour donner suite à ce que vous venez de dire. Monsieur Cohen, vous voulez réagir? C'est la promesse des Lumières. C'est la promesse des Lumières que l'intelligence collective, par la raison, par la conversation, la conviction de son point de vue dans le respect d'autrui, est compatible avec la liberté individuelle. La liberté individuelle, ça n'est pas je suis dans mon île, je fais ce que je veux, mais comme sujet libre et responsable, je m'engage dans une conversation avec autrui. Le problème du monde contemporain, on n'a pas eu le temps d'en parler, c'est que le monde d'Internet, des réseaux sociaux, se présentait comme une nouvelle agora athénienne, planétaire. Il y a encore 30 ans, on pensait qu'Internet allait apporter une intelligence collective au monde, qu'on allait pouvoir converser de tous les sujets du monde par l'intermédiaire de cette plateforme qui est Internet, dans cet équilibre entre l'intelligence individuelle et l'intelligence collective. On est, hélas, on n'a plus du tout le temps d'en parler, mais c'est un des sujets qui me soucie le plus, on est, hélas, en train de découvrir qu'Internet produit exactement le contraire. Il produit une stupidité collective. Et Internet ne permet pas d'avoir une conversation équilibrée entre personnes. Internet, en partie au moins, c'est les fake news, c'est ce que les économistes appellent le biais de confirmation
à l'état pur. Le biais de confirmation, c'est je vais pas m'informer sur Internet. Je vais sur Internet trouver la confirmation de mes préjugés antérieurs. Si vous pensez que le 11 septembre n'a pas eu lieu, vous tapez le 11 septembre n'a pas eu lieu sur Internet et vous allez trouver dans le monde plusieurs millions de personnes qui vont vous convaincre que le 11 septembre n'a pas eu lieu. Et ça, je reviens, je ne veux pas en faire un leitmotiv de mes interventions, mais le fait que les journaux, qui étaient des institutions dans lesquelles on produisait de l'information, dans lesquelles on prenait le temps d'avoir la distance critique par rapport à l'événement, le fait que les journaux se soient beaucoup affaiblis au profit des news sur Internet fait que le néolibéralisme dont parlait Marcel a fait que l'équilibre entre intelligence individuelle et entre intelligence collective et liberté individuelle a été profondément brisé au profit d'une bêtise collective, bien souvent, qui est celle qui résonne sur les réseaux sociaux. Alors, on peut pas tout exagérer. Grâce aux réseaux sociaux, il y a beaucoup de mouvements qui sont nés. Les printemps arabes sont nés des mouvements sociaux. Donc, je veux pas tout mettre dans la case noire, mais je crois que le moins qu'on puisse dire, c'est que la recherche de cette intelligence collective a été en grande partie trahie par l'émergence de ces réseaux sociaux parce que il n'y a pas ce cadre de pensée organisé dans lequel on peut fixer des agendas, à l'intérieur desquels on peut véritablement mener une conversation. Donc, domestiquer Internet au bon sens du terme, c'est-à-dire mettre à l'œuvre un processus de civilisation, comme disait Norbert Elias, sur le monde des réseaux sociaux. Je pense que ça fait aussi partie des tâches. Ça commence, on voit que il y a des critiques, des fake news, on voit qu'il y a un processus de civilisation qui se met en place. Je crois qu'on est encore tout à fait au début et c'est ça, la marche vers les Lumières. On parlait, Marcel, elle passe aussi par cette prise en compte de ce monde des réseaux sociaux. Merci beaucoup. Herzlichen Dank, Herr Fratscher, Herr Cohen, für diesen sehr interessanten Austausch. Je prends comme idée qu'il faudrait créer un Harvard, un Stanford, un MIT européen. Et comme vous le voyez, ma note positive est que der Spritzturm, la flèche de Notre-Dame est déjà reconstituée. Et donc, je pense, die neue Aufklärung est vraiment quelque chose que j'espère tout le monde qui nous a écoutés va lire et qu'on aura d'autres débats sur ce sujet et qu'on puisse mesurer les progrès obtenus. Nochmal vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank auch unseren Übersetzerinnen, Dolmetscherinnen, die das hervorragend übersetzt haben, da bin ich mir sicher. Und natürlich Frau Deussen für das Heinrich-Heine-Haus und Herrn Manz für die Friedrich-Ebert-Stiftung. Vielen Dank. Vielen Dank. Merci beaucoup.